Donc, je voudrais commencer par remercier Frédéric Sauva et le réseau de chirurgie pédiatrique qui nous ont permis d'organiser ces deux séances de formation. Donc, ce soir, on traite quatre thèmes sur l'anesthésie pédiatrique et demain, on organise une table ronde autour de la prise en charge de l'atrésie de l'œsophage. Et ce sera ici même dans l'auditoire, vu qu'il y a pour les deux sessions, il y avait 50 inscrits. Donc, je vous remercie tous. Euh, Les sujets, pour les choix des sujets ce soir, il y en a quatre. J'avais fait un petit tour de table de tous les services à La Réunion pour traiter des sujets qui plaisaient à tout le monde. Donc j'avais contacté les quatre hôpitaux. Donc le premier se traitera de l'induction en séquence rapide. Ensuite, on parlera des pièges de la décurarisation. Troisième topo, c'est l'anesthésie pour les maladies rares. Et le dernier, ça c'était nos collègues du CHUR qui avaient demandé, et c'est vrai que c'est intéressant, c'est l'anesthésie pédiatrique dans le contexte de la médecine humanitaire. Voilà. Pour ces présentations, donc, on a l'honneur d'avoir Francis Weckmans avec nous. Francis Weckmans, ceux qui font de l'anesthésie pédiatrique, tout le monde le connaît, c'est l'auteur principal avec Jean-Louis Soltès du site qu'on compile tous, qu'on regarde tous, c'est le site sur les maladies rares. Et on a prévu d'enregistrer tous les topos et de les monter après et de pouvoir les reproposer en replay pour ceux qui ont pu louper les présentations. Donc tout est enregistré, voilà. Donc sans plus attendre, Francis Beckman, s'il vous plaît, le premier. Voilà, merci Laurent et merci de m'avoir invité. C'est l'occasion de venir à la Réunion. Quelque chose que je n'avais pas imaginé dans ma vie. Je laisserai aussi les diapos. Donc ici, donc, si certains d'entre vous veulent les récupérer ou les relire, n'hésitez pas. Premier sujet, induction en séquence rapide modifiée. Alors pourquoi modifier? Modifier, ça veut dire qu'on ne fait pas comme les choses classiquement, qu'on a tous apprises classiquement, et ça a des intérêts pour l'enfant, mais aussi pour nous. Donc je vais essayer de vous convaincre de ça et de peut-être adapter votre pratique progressivement. Alors vous savez tous que l'induction en séquence rapide, ça veut dire qu'on essaye de préoxygéner, puis on donne une dose prédéterminée d'un hypnotique, on fait une pression cricoïdienne, on donne de la cello, on attend 60 secondes, on ne ventile pas, on intube, on arrête la pression cricoïdienne une fois que quelqu'un a vérifié qu'on était bien dans le bon endroit, donc on a un capneux, qu'on a une auscultation positive. Donc 60 secondes d'apnée, en fait, la vraie définition, c'est qu'il faut intuber en déant les 60 secondes. Et donc il y a beaucoup de gens qui intubent beaucoup plus vite. Et je vous expliquerai tout à l'heure que c'est peut-être pas la bonne chose à faire non plus. Alors c'est quelque chose qui a été, cette technique a sûrement sauvé des vies, il n'y a pas de problème. Parce que ça a évité des fausses déglutitions, des aspirations. Donc quand ça a été créé dans les années 70, ça a changé la pratique, parce qu'avant ça, il y avait beaucoup de décès par aspiration dans les urgences, on ne comprenait pas beaucoup pourquoi. Et donc là, ok, c'est un truc. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, on s'intéressait à sauver le patient et pas tellement aux effets hémodynamiques, au risque d'hypoxémie et au risque aussi qu'il ne dorme pas assez quand on l'intube, qu'ils soient un petit peu au courant de ce qu'on lui fait. C'était basé beaucoup sur des hypothèses, notamment l'hypothèse de la pression cricoïdienne. Et donc c'est pour ça qu'il y a de nouvelles recommandations qui ont été établies sur des données, sur des évidences ou des données scientifiques un peu plus solides. Donc je propose de passer d'abord un petit peu de temps sur c'est quoi une inhalation du contenu gastrique et ça arrive souvent ou pas. Puis la notion, on va revoir toutes les étapes, la préoxygénation, qu'est-ce qu'il en est donné une dose prédéterminée sur le poids d'un hypnotique, de la pression cricoïdienne, de la cello, de garder l'enfant en apnée sans ventiler, et puis présenter l'autre façon de faire. Ça veut dire quoi une fausse déglutition et quels sont les facteurs de risque? En fait, on mélange souvent deux choses différentes. On peut inhaler des particules solides et ça va boucher d'être la trachée ou les bronches et donc là, il y a un risque d'asphyxie et c'est ça qui cause la mort. Ou bien on inhale des liquides plus ou moins acides et on aura un syndrome de détresse respiratoire et peut-être une pneumonie. Et donc les deux pathologies ne sont pas les mêmes et parfois on confond. Alors classiquement, des tas de gens ont fait des études sur toutes sortes de modèles animaux. On dit qu'il faut avoir un liquide qui a un pH inférieur à 2,5 et un volume supérieur à 0,4 ml par kilo. Et puis on arrivait à un pH inférieur à
1 et un volume supérieur à 0,8 ml par kilo. Alors, tout ça a été fait sur des modèles animaux dont on n'est pas sûr qu'ils soient vraiment valables. Parce qu'en fait, ce qu'on faisait, ils faisaient qu'un petit fibroscope, ils allaient mettre de l'acide d'un tel volume dans une bronche d'un petit singe, et dans l'autre bronche, on ne faisait rien, et puis on comparait les deux côtés. Mais ça n'a rien à voir avec le volume dans l'estomac. C'est le volume qu'on a instillé dans la trachée. Donc, il faut encore que tout ça remonte de l'estomac pour arriver dans la trachée. Et quand on fait des études chez des enfants qui ont par exemple des IRM, des gens ont fait ça, des IRM chez les enfants pour mesurer ce qu'il y avait dans l'estomac, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'enfants à jeun qui ont ce genre de volume dans l'estomac et il ne se passe rien. Donc, ce n'est pas si simple que ça de mettre un volume dans l'estomac à côté d'un risque d'inhalation. Pour le moment, les critères échographiques qu'on utilise, parce que depuis lors on a eu l'échographie gastrique, c'est plus d'un millilitre, plus de 1,5 millilitre kilo de liquide ou la présence d'éléments solides. Vous voyez, c'est nouveau, on fait bien la différence, soit des solides, soit plus d'un certain volume de liquide. Ce volume-là équivaut à peu près à la sécrétion basale de liquide gastrique. C'est ce qu'on a tous dans l'estomac, sauf si on a bu de l'eau, et dans l'heure qui suit, on a beaucoup moins dans l'estomac. Ce qui revient aux nouvelles règles de jeûne préopératoire, te dit ben, c'est peut-être plus intéressant, au lieu de laisser les gens à jeûn depuis minuit, de leur faire boire 1 heure avant l'anesthésie de liquide, de l'eau par exemple, parce que ça va vidanger l'estomac. Finalement, ils auront moins de liquide dans l'estomac que s'ils étaient restés à jeun. Alors, quelles sont les situations à risque? Bien sûr, il y a celles qu'on a tous en tête, ce sont les urgences, on dit un estomac plein. Je pense qu'il vaut mieux parler d'estomac sous tension. Ça veut dire quoi? Vous pouvez avoir très peu de liquide, mais si vous avez quelqu'un qui a ventilé généreusement au masque, qui a rempli l'estomac de gaz et que vous avez un estomac sous tension, là vous aurez une inhalation, alors qu'il peut très bien peut-être avoir du liquide, mais s'il est bien ventilé, il ne se passera rien. Donc la notion de tension dans l'estomac a sa raison d'être aussi. C'est aussi quelque chose qui n'est pas repris dans les critères échographiques. On a un volume, on n'a pas la pression. Toute cause de pression intra-abdominale élevée, une tumeur abdominale, on a l'habitude de ça avec les femmes enceintes, présence d'acide, là c'est pas le fait que c'est le fait que la vidange de l'estomac est retardée. Donc on a une impression d'une sécurité de dire il est à jeun depuis X temps, donc ça doit être bon. Si vous ne vérifiez pas, vous n'en savez rien. Les situations particulières d'œsophage plein, donc l'achalasie, ou les gens qui ont eu un œsophage, une sténose œsophagène ou un œsophage remplacé, là, l'estomac, ben, c'est au-dessus de ce qui se passe. Et donc, c'est une situation à haut risque où vous n'avez pas grand-chose à faire pour la maîtriser. Le reflux maladie, tous les petits-enfants ont un reflux presque physiologique, mais quand ça revient jusque dans la bouche ou dans le nez, il faut faire attention. L'obésité, non. L'obésité n'est pas un facteur d'aspiration. Les troubles de la conscience, bien sûr. Surtout, le plus important, c'est d'avoir le plus principal facteur de risque, c'est d'avoir un patient qui n'est pas assez profond au moment où on fait la laryngoscopie. Ça, c'est du 100%. Quelqu'un qui ne dort pas assez, qui n'est pas curarisé, ben quand vous allez faire la laryngoscopie, c'est un gros stimulus, il va avoir une réaction, il va augmenter sa pression abdominale en contractant ses muscles et hop, ça monte. Donc, ça, c'est l'élément probablement le plus essentiel, c'est d'avoir une anesthésie suffisamment profonde au moment de la laryngoscopie. Est-ce que ça arrive souvent? Je ne vais pas vous les montrer tous, mais à l'heure actuelle, l'incidence, c'est à peu près 1 à 2 pour 10 000 anesthésies. Donc c'est quelque chose qu'on vous verrez rarement dans votre carrière. Donc le message est de dire qu'il faut être prêt à la gérer. C'est quelque chose qui est peut-être à faire dans les équipes, c'est de dire j'ai une inhalation et que votre IAD sache quoi faire. Parce que quand ça arrive, souvent on est un peu comme des poules sans tête, tout le monde est là, on s'agite. Il faut avoir les idées claires quand ça arrive, de dire 1, 2, 3, 4. Donc on va faire tout pour l'éviter, mais si ça arrive, il faut être prêt à gérer. En fait, pour qu'on arrive à une pneumonie d'aspiration, il y a plein de choses qu'il faut avoir. Il faut avoir l'estomac plein, il faut que votre cardia soit ouvert et que ça arrive dans le pharynx, et puis quand c'est dans le pharynx, il faut que ça descende dans les poumons, donc il faut que les cordes vocales soient ouvertes. Donc, pour arriver à une pneumonie d'inhalation, il faut beaucoup d'éléments, et c'est pour ça que c'est rare, parce que souvent, ça s'arrête à un niveau ou l'autre. Alors, ça arrive dans combien de temps?
Donc il y a eu l'étude Apricot, donc c'est l'étude qui a été faite dans toute l'Europe, il y a eu 30 000 patients, et qu'est-ce qu'on a vu? Qu'en fait, il y a eu 11 aspirations, il y a eu 29 aspirations, pardon, il y en a eu 11 qui étaient liées à des urgences. Donc il y en a eu 18 qui sont arrivés dans des cas non urgents. Donc la question d'être préparé à gérer une aspiration, ça vaut la peine d'y penser. C'est arrivé dans 0,18% des cas urgents, on s'y attend aussi, mais aussi, vous voyez, presque 0,1% des cas électifs, et dans 0,22% des inductions en séquence rapide. Donc l'induction en séquence rapide ne protège pas contre une aspiration. J'ai souvent eu des internes qui faisaient, voilà, je fais une induction en séquence rapide parce que c'est un estomac plein, en pensant que rien ne pouvait arriver. Mais si, malgré une induction en séquence rapide, ça peut arriver pour des tas de raisons, par exemple si le patient ne dort pas assez ou que la manœuvre de Selick est mal faite. En fait, c'est un peu exagéré là parce que la plupart des aspirations sont arrivées chez des patients qui avaient un masque laryngé, c'est-à-dire des mauvaises indications de masque laryngé. Ça, c'est une étude qui a été faite en Angleterre dans 11 centres pédiatriques, donc des gens qui connaissent leurs histoires, qui sont entraînés, et qu'est-ce qu'ils ont vu? Qu'il y avait à peu près autant de cas en électif qu'en urgence. Donc, de nouveau, quand on est en urgence, on y pense, on essaye de l'éviter, mais ça peut aussi arriver avec les cas électifs. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Que dans 12 inductions, les règles de jeûne avaient été respectées, mais il n'y a pas d'écho gastrique à l'époque. 10 fois, c'était la fin aux entretiens de l'anesthésie, masque laryngé. Souvent, c'est asymptomatique. Et il y a souvent des comorbidités. Donc, obésité, pathologie de l'œsophage, reflux gastro-œsophagien. Quels sont les facteurs de risque? Intubation ou ventilation difficile. Aussi à garder en tête, c'est un enfant difficile à intuber, tout le monde se concentre sur l'intubation, finalement il ne dort plus tellement, et finit par se réveiller et régurgiter. Vous voyez, le reste, c'est œsophage plein, obésité 3, insuffisance rénale, anesthésie trop légère. Vous savez que, je ne sais pas si vous avez déjà pris les nouvelles règles de jeûne qui fait qu'on peut laisser boire les enfants en électif jusqu'à 1 heure avant l'anesthésie. Il y a ici une étude qui a été faite dans toute l'Europe où ils ont dit, mais quel est le risque d'inhalation si on fait ça? C'était un peu partie d'études échographiques, mais en clinique. Mais vous voyez que le risque d'inhalation ne change rien. Donc les nouvelles règles n'augmentent pas le risque d'inhalation, même s'il existe. Il y a eu quelques cas. C'est un élément rare, donc 1 à 2 sur 10 000, mais ce n'est pas anodin. Et vous voyez qu'ici, dans plusieurs études, dont notamment les études anglaises, il y a eu des décès. Des décès parce que c'était des gros morceaux, donc c'est des choses qui ont fait une asphyxie. C'est pour ça qu'il faut toujours faire la différence entre est-ce que c'est des solides ou des liquides, parce que le pronostic ne sera pas du tout le même et l'attitude n'est pas la même. Préoxygénation. Un petit mot sur la préoxygénation. C'est difficile. Chez un petit enfant, c'est compliqué, ils ne veulent pas le masque. Ça dure 2-3 minutes, souvent ils refusent. Finalement, on se retrouve avec un enfant qui était peut-être calme, qui devient agité, parce qu'on essaye de lui proposer le masque. C'est difficile d'être étanche, donc ce n'est pas évident. Même si c'est efficace, c'est pas, on n'a pas une garantie aussi grande que chez l'adulte. Vous voyez ici, c'est une vieille étude, 94. Donc ils avaient ventilé les enfants pendant 5 minutes avec de l'oxygène pur. Donc là, point de vue préoxygénation, c'était béton. Et puis ils ont retiré le masque facial pendant 5 minutes et ils ont regardé le temps qu'il fallait pour descendre à 90 de saturation. C'est le genre d'étude qu'on ne pourrait plus faire maintenant, d'un point de vue éthique. Mais voilà, autant en profiter. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? Donc, vous voyez ici l'âge en mois et le temps que ça prenait. Vous voyez que les plus jeunes les saturent plus vite. On s'y attend, ils consomment plus d'oxygène, ils ont moins de réserve. Bon, tout le monde s'y attend, il fallait à peu près 1 minute pour qu'ils désaturent. C'est pas tellement ça qui m'intéresse, c'est de dire que ça continue après. Ça continue après. Donc, dès qu'ils les reventilaient, ils étaient à 90, on reventile, et ils continuent à descendre. Ouh, c'est embêtant. Donc, les Chinois ont fait une étude. C'est de nouveau une étude qu'on ne pourrait pas faire maintenant, peut-être encore en Chine, mais pas ici. Donc, ils ont pris des enfants,
de 3 mois à 12 ans, ils ont préoxygéné, on fait une induction en séquence rapide, et puis ils ont regardé ce qui se passait. Donc ils ont regardé le temps pour arriver soit à 95 ou 90, et puis ils les ont reventilés au masque avec 100% d'oxygène, en fonction de ces critères-là, et ils ont regardé jusqu'où ça descendait. Et vous voyez, 3 mois à 1 an à 3 ans, 3 à 12 ans, vous voyez quand on prenait le temps pour arriver à 95, il fallait à peu près 2 minutes pour les plus petits, puis on augmentait jusqu'à à peu près 3 minutes de l'autre côté. Quand on arrivait à 90, 2 minutes, presque 3. Bon, ok. Les plus petits désaturent plus vite, il n'y a rien de neuf. Suivant, ils ont regardé jusqu'où ils descendaient. Donc quand on prenait 90 ou 95 de critères, mais vous voyez que chez les tout petits, il y en a qui descendaient à moins de 70, d'autres entre 71 et 80 et d'autres en dessous de 90. Bon, ils désaturaient, ils continuaient tous à désaturer. Quand on prenait 85, c'était beaucoup moins grave. Là aussi, quand on prend 90, il y en a tout plein qui désaturent encore après, et chez les plus grands aussi. Donc, quand on reventile à 90 de saturation, on va avoir une désaturation qui continue. Pourquoi c'est important d'avoir cette idée en tête? Imaginez, vous faites une induction en séquence rapide. Vous intubez, on ventile et l'enfant désature. Quel est votre premier réflexe? Oui, mais même. La capno, oui, j'ai un capno, mais qui est un peu bizarre. Un praticien sur deux va retirer la sonde en pensant qu'il est dans l'ésophage. Alors que vous êtes au bon endroit. Simplement, c'est une question de temps de circulation et de temps de réponse du saturomètre. Donc, votre réponse est très bien. Il faut se fier davantage au capno qu'à la saturation. L'auscultation, de temps en temps, chez les tout-petits, on peut être, en tout cas, dubitatif. Oui, j'entends, enfin, peut-être, parfois, les bruits gastriques se transmettent au poumon et donc on ne sait pas. Donc, plutôt que de regarder la saturation, il faut regarder le capno. Sinon, vous risquez d'être faussement parti dans une mauvaise direction, dire « Oh, c'était l'œsophage, je l'enlève ». C'est pas grave si vous le remettez après, mais l'enfant, il reste désaturé. Donc, c'est une question que... C'est pour ça que dans les recommandations de la SFAR à DARPEF, ils disent de reventiler dès que la saturation est à 95. C'est pour éviter ça. C'est pour éviter ces désaturations mauvaises pour l'enfant et qui peuvent vous causer une mauvaise prise de décision. C'est dû au fait que quand on change la FiO2, il faut le temps qu'on change la pression alvéolaire, puis de l'alvéolaire à l'artérielle. Il y a le temps de circulation et il y a le temps de réponse de votre oxymètre de pouls. Donc tout ça fait que, en fait, quand vous mesurez 90, il est déjà peut-être plus bas, mais parce qu'il y a le temps de réponse du saturomètre. Ça fait partie des recommandations de la SFAR à DARPEF. Ils disent maintenant, on ne fait plus de pression cricoïdienne, on ne ventile pas, mais quand il est à 95, il faut recommencer à ventiler. C'est sur base de cette étude-là que c'est fait. Si c'est un enfant plus grand ou un adulte, vous pouvez regarder la concentration téléexpiratoire en oxygène. Donc le capno nous donne la concentration téléexpiratoire en CO2, c'est son rôle, mais vous avez aussi l'oxygène qui est mesuré. Donc vous voyez ici, c'était préoxygéné avec 95% d'oxygène et il était à 98. Donc il reste toujours un peu d'azote qui circule. Donc si vous êtes à 90% de la FiO2, vous n'aurez pas de bénéfice à continuer plus. Dose prédéterminée d'un hypnotique. Donc on vous dit, je mets autant de milligrammes kilo de kétamine, pentotal, propofol. Ok. D'abord, pourquoi ne pas mettre un analgésique? La laryngoscopie, c'est un geste quand même très stimulant. Vous êtes dans une situation où la profondeur de l'anesthésie est importante. Pourquoi se priver de ça? Alors les anciens disaient, oui, mais si je lui mets un peu de morphénique, il va vomir. Ouais, c'est pas dans les 10 secondes qui suivent, ou dans les 2 minutes qui suivent qu'il va vomir. Ça va peut-être provoquer des nausées post-opératoires, mais pas un vomissement immédiat. C'est l'IPK qui fait ça, c'est pas le morphénique. Si vous ne titrez pas la dose, vous risquez 2 choses. Ou bien il va être trop profond, et vous allez avoir un collapsus hémodynamique, ou bien il va être
sous-doser et vous aurez une hypertension artérielle, une tachycardie et peut-être un éveil per induction. Donc, il vaut mieux un truc où on titre. Partie suivante, la pression cricoïdienne. Le principe de la pression cricoïdienne, c'est j'appuie sur le cricoïde et donc je vais écraser l'œsophage et l'œsophage est bouché et je suis tranquille. Ah ben non, c'est pas comme ça que ça marche. Donc c'est un truc qui a bien marché. C'est un vieux machin, la pression cricoïdienne même, c'était fait pour éviter, vous voyez, 18e siècle, pour éviter d'insuffler l'estomac des noyés. C'était pas pour éviter qu'ils recrachent leur truc, c'est pour éviter d'insuffler. C'était décrit par M. Selick en 1961. Mais quand les gens, si on lit bien l'article, il dit que pendant la pression cricoïdienne, on peut ventiler les poumons sans risquer de gonfler l'estomac. Donc le but de la pression cricoïdienne, c'était d'éviter de gonfler l'estomac, ce n'était pas d'éviter le reflux. Et il faisait la pression cricoïdienne dans une position bien précise, qui était la position d'amydalectomie, qui n'a rien à voir avec la position de reniflement que nous utilisons. Donc c'est une hyperextension très très importante, et on poussait comme ça. Maintenant, on a plutôt l'habitude de faire comme ça. Donc tout ça, ce sont des petits détails qui ont leur importance. Est-ce que ça marche chez l'enfant? Ça marche en présence d'une sonde gastrique. Bon, quand j'étais interne, il y a des patrons, il fallait l'enlever, il y a des patrons, il fallait la laisser. Non, même avec une sonde gastrique, ça marche. La seule chose à faire, c'est de la laisser ouverte à l'atmosphère. Comme ça, si la pression extragastrique augmente, ben, vous avez une soupape de surpression. C'est efficace pour éviter l'insufflation gastrique. Donc, si l'enfant a une sonde gastrique, laissez-la. Le seul problème de la pression cricoïdienne, outre les problèmes techniques ici, donc, quand on vous dit c'est une intubation difficile, vous faites une pression cricoïdienne, si c'est difficile pour ventiler, enlevez la pression cricoïdienne. Alors pourquoi la faire? C'est pas facile à faire correctement. Vous avez déjà tous eu des iades qui ne faisaient pas bien, qui poussaient à côté, ou quand il n'y a pas d'iade, c'est l'iBOD. Donc finalement, on a parfois quelque chose de très mauvais, et parfois ça rend l'intubation impossible. Impossible. Ça m'est arrivé quand j'étais interne en Écosse, en obstétrique. La brave sage-femme a fait un Selick, mais je ne voyais rien. Je lui ai demandé 3 fois de lever le truc, elle ne voulait pas, donc je lui ai pris sa main, je l'ai enlevé, j'ai intubé, et le lendemain j'ai eu un blâme parce que j'avais été... Ben oui, mais... Donc, la pression cricoïdienne, ça peut être contre-productif. Et ça, le pire truc, c'est que quand on appuie sur le cricoïde, ben on ne bouge pas l'œsophage. Et quand vous demandez à un anatomiste, il vous dit, ben oui, c'est l'hypopharynx qui est derrière le cricoïde, c'est pas l'œsophage. Donc on est tous partis sur une sorte de mythe. Quand on appuie, donc effectivement, on comprime l'hypopharynx, ce qui permet d'éviter de gonfler l'estomac, mais ça n'évite pas du tout le reflux. Et c'est pour ça que maintenant on dit qu'il ne faut plus faire la pression cricoïdienne. Et en plus, chez certains patients, le fait de pousser sur le cricoïde, ça ouvre ça relâche le sphincter œsophagien inférieur. Donc on se retrouve dans une situation à risque plus élevé d'inhalation. Donc vous voyez ici, ça c'est une IRM faite chez un adulte. Ils ont mis un petit signal là au-dessus pour bien montrer. Donc il y a une petite pièce métallique pour montrer où était le cricoïde. Là on appuie dessus. Et là c'est l'hypopharynx. Donc vous voyez c'est l'hypopharynx. L'hypopharynx est comprimé sur les vertèbres, mais de temps en temps c'est du muscle qu'on comprime et pas l'hypopharynx. Et en fait, l'œsophage, il commence ici 2 cm sous le cricoïde. Ça, c'est chez un enfant. Vous voyez ici, jugulaire, carotide, le cartilage thyroïdien. Et vous voyez que l'œsophage est ici. On le voit bien, on le voit mieux là, l'œsophage. Et là, à gauche de la trachée. Donc, la pression cricoïdienne, ça ne bouge pas la lumière œsophagienne. Ça peut comprimer les voies aériennes et rendre les choses compliquées, soit la ventilation, soit l'intubation, mais ça permet de ventiler au masque avec une pression
relativement faible, ça permet de ventiler, d'oxygéner l'enfant ou le patient adulte. Donc ce n'est pas inutile, mais ce n'est pas nécessaire. L'acélocurine. Début rapide, 40 à 60 secondes. Et tout le monde a dans la tête que je mets de l'acélo, comme ça, si je ne sais pas l'intuber, il va vite respirer. La durée de l'acélo, chez la plupart des gens, c'est entre 5 et 7 minutes. Donc si vous ne savez pas intuber et que le patient, vous ne pouvez pas le ventiler, ben, il doit pouvoir tenir 5 ou 6 minutes sans oxygène. Ça peut aller chez un adulte, ça ne marche pas chez un tout petit. Donc il y a une fausse sécurité. Attention. Donc dans ces cas-là, si vous avez un doute, le mieux c'est d'avoir le rocuronium et le bridion en réserve si jamais. Mais l'acélo, vous risquez d'avoir des soucis. Il y a des effets secondaires que vous connaissez tous, hyperkaliémie, myalgie, tout ça. Si on fait le test, regardez la vitesse de désaturation, eh ben, on désature plus vite avec la célocurine qu'avec un curare non dépolarisant. Et c'est dû au fait qu'il y a les fasciculations qui consomment de l'oxygène. Apnée sans ventiler. Donc, je vous rappelle, les vieux bouquins disaient toujours attention, pas gonfler l'estomac, ça va rentrer les. C'est pour ça qu'il faut pas ventiler. En fait, quand on ne ventile pas, on perd tous les bénéfices de la préoxygénation. Vous avez fait tous vos efforts pour préoxygéner cet enfant, et puis pendant au moins 60 secondes, je ne fais rien. Vous perdez tous les bénéfices de la désaturation, et vous commencez souvent la laryngoscopie quand il commence à désaturer, ce qui stresse un peu. Vous entendez il faut y aller. Donc ce n'est pas la bonne chose. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à ce moment-là, vous aurez aussi il va continuer à désaturer, et même si vous l'intubez, et même si vous ventilez, il va encore désaturer après. Donc méfiez-vous, vous vous mettez dans une situation compliquée. Alors une solution qu'on peut faire, si vous êtes embêté, vous pouvez mettre de l'oxygène avec des lunettes nasales. Donc si vous ne voulez pas ventiler, mais si vous voulez quand même oxygéner l'enfant avec un peu d'oxygénation apnéique, vous pouvez faire ça, ça marche bien. Ça, c'est une étude qui avait été faite chez, vous voyez, 160 enfants. C'était des gens qui n'avaient pas beaucoup l'habitude, et donc ils ont comparé ceux qui avaient une préoxygénation classique avec ceux où on mettait une sonde nasale, pas les trucs, comment on appelle encore, j'ai oublié, l'optiflow, hein, c'est des bêtes lunettes de salle de réveil. Et donc ils arrêtaient soit si la saturation était en dessous de 95, soit s'ils avaient intubé. Et vous voyez que le groupe qui avait des lunettes nasales, ici, ils ont pu attendre bien plus longtemps sans désaturation que ceux qui avaient une préoxygénation normale. Donc si vous êtes un petit peu embêté, que vous dites ce gosse-là il est fragile, mais je ne veux pas le ventiler quand même, mais je veux quand même qu'il soit bien oxygéné, vous pouvez gagner 1 minute ou 2 en lui donnant de l'oxygène par des petites lunettes nasales pendant l'induction. Donc pendant les 60 secondes où vous attendez qu'il soit curarisé, il reçoit de l'oxygène, et donc ça c'est la ventilation apnéique qui peut être utile. Donc ça peut être, dans certaines circonstances, un élément important. Donc l'induction en séquence rapide classique, ça fait quoi? Vous avez une préoxygénation souvent compliquée, vous avez un risque d'hypoxémie, la pression cricoïdienne n'évite pas le risque d'aspiration, et ça peut vous donner un faux sentiment de sécurité et des soucis. Et puis ne pas titrer la dose, ça vous expose soit à un risque de surdosage, soit à un risque de sous-dosage. Donc, il vaut mieux trouver une autre solution, et c'est ce que je vais essayer de vous décrire rapidement. Donc l'alternative, d'abord, si vous avez un doute sur la vacuité gastrique de l'estomac, faites une écho gastrique. Je ne vais pas vous décrire en détail l'écho gastrique, mais c'est quelque chose qui s'apprend et qui se maîtrise. Et ça peut être très utile parce que ça peut changer la technique d'anesthésie prévue. Donc, on doit mettre l'enfant sur le dos et en décubitus latéral droit. Il faut faire attention quand on refait l'écho de ne pas confondre le côlon avec l'antre gastrique. Quand vous avez un gros côlon dilaté, il peut se mettre juste devant et c'est un petit piège. Et quand on n'a pas l'habitude, donc il faut bien prendre ses repères, le foie, l'artère mésentérique supérieure, pour être sûr qu'on regarde bien la bonne cible. Donc vous voyez, vous connaissez ça, il y a les trois grades. Quand c'est vide dans les deux positions, sur le dos et sur le côté, c'est parfait. Quand il y a un peu de liquide seulement en décubitus latéral droit, donc il y a un peu de liquide, c'est un grade 1, ça peut encore aller. Et grade 2, quand il y a du liquide dans les deux positions, là, on fait attention. Et quand il y a du solide, bien sûr, ben là, on est fixé,
on est en situation dangereuse. Est-ce que ça fonctionne? Donc vous voyez, c'est simplement pour rappeler ça. Grade 0, il n'y a rien dans les deux positions. Grade 1, il y a un peu dans les deux positions. Et grade 2, il y a du liquide dans les deux positions. Donc ça, c'est vous avez ici un estomac vide. Vous voyez le foie, l'artère mésentérique supérieure. Et là, vous avez toutes sortes de choses dans l'estomac. Donc on voit bien la différence, mais ce n'est pas toujours si évident que ça. Donc ça vaut la peine de s'entraîner quand vous faites des enfants de tout venant, de leur faire vite un petit écho après l'induction, comme ça vous vous habituerez. Est-ce que ça marche? C'est une étude qui a été faite à Lyon par Jean-Noël Lévin. Des enfants admis pour appendicite aiguë, donc l'urgence pédiatrique par excellence. Et donc ils ont fait ça, et ils ont regardé en fait dans la vraie vie comment ça marche. Et vous voyez qu'en fait, il y en a dans 11% des cas, ils n'ont pas pu prendre une décision. Soit que l'on ne voyait rien, soit que l'enfant bougeait, soit que, bon, voilà. Techniquement, ce n'était pas faisable. Donc ça vaut quand même la peine de se dire, dans 10% des cas, je ne saurais pas. Et donc vous avez 57% où ils avaient un petit risque, et dans 32% des cas, un grand risque d'inhalation. Donc ça leur a permis, dans ce contexte-là, de dire, on fait une induction comme d'habitude, dans ce contexte-là, où on va faire une induction en séquence rapide. Ça peut être intéressant pour faire son plan d'anesthésie. On peut faire des études qualitatives ou quantitatives. Donc là, je vous propose le système qualitatif, donc c'est des grades. Vous pouvez aussi, en fonction d'un bac, retrouver le volume. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Que ce soit 18 ou 22 millilitres à tel âge, bon, c'est pas... Non. Je pense qu'il vaut mieux savoir, est-ce que c'est des liquides, solides, beaucoup, pas beaucoup. C'est ça qui vous intéresse finalement. Ça, c'est plus pour de la recherche. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce qu'on appelle la version modifiée ou alternative. Si c'est un syndrome occlusif, il faut mettre une sonde gastrique. Pas nécessairement par le nez, vous pouvez la mettre par la bouche, en salle d'urgence. Le problème, c'est de la mettre par le nez, c'est vraiment pas sympa. Par la bouche, vous pouvez déjà enlever beaucoup de choses, décomprimer l'estomac. Si vous la mettez par le nez, laissez-la toujours ouverte à l'atmosphère pour l'induction. Si vous faites simplement un in and out par la bouche, ça ne va pas. Mais si vous la laissez dans le nez, laissez-la ouverte. Comme ça, vous aurez une valve d'échappement. Si jamais la pression augmente dans l'estomac, la pression va partir par le petit tuyau qui est dans l'estomac. Mais il faut laisser l'extrémité ouverte. Le problème, c'est que ce n'est pas facile de ventiler au masque avec une sonde gastrique, parce qu'il y aura toujours une petite fuite. Donc vous devez anticiper ça. Il y a peut-être un risque accru d'intubation œsophagienne. En tout cas, dans mon expérience, quand il y a une sonde gastrique en place, je ne sais pas comment ça se fait, mais la sonde d'intubation a une petite tendance à prendre le même chemin. Donc vous devez garder ça en tête aussi et mesurer les avantages ou les inconvénients. Si vous laissez intuber un interne, maintenant qu'on a les vidéolaryngoscopes, c'est plus simple à gérer. Parfois on dit, attention, il y a eu autant de temps, donc un enfant qui sait par exemple, qui a été renversé par une bagnole. On dit, voilà, il avait mangé 1 heure avant, là où on se dit, ouf, petit temps entre le traumatisme et l'accident, estomac plein. S'il avait mangé à 8 heures du matin et qu'il a été renversé à midi, on dit, oh, oui, ça va, il n'y a plus rien. Ça n'a rien à voir, c'est imprédictible. C'est sûr qu'au plus l'intervalle est court, au plus le risque d'estomac plein est grand, mais ce n'est pas parce qu'on a 8 heures d'intervalle qu'il y aura l'estomac sera vide. Donc méfiez-vous de ça, il vaut mieux faire une écho, ou bien faire d'emblée une induction en séquence rapide. Alors, préoxygénation, autant qu'on peut. Mettre tout près du visage, c'est pas ça qui compte. Mettez un petit souffle d'oxygène au bout du visage. Vérifiez la volémie. Alors, c'est pas facile quand on les endort, à moins qu'ils soient en choc. Ils sont tous un peu tachycardes et un peu hypertendus parce qu'ils ont peur. Et donc, vous avez l'impression d'avoir une bonne tension. Donc, si vous avez un doute, vous mettez 10 millilitres kilo de Ringer lactate ou quelque chose comme ça pour avoir une petite sécurité. Vous allez mettre une petite dose d'un morphinique, celui que vous connaissez le mieux. Vous préférez le fentanyl au sufentanil, c'est comme vous voulez. Celui que vous connaissez le mieux, une petite dose. Vous injectez lentement, parce qu'attention, si vous injectez vite un morphinique, il peut faire une petite rigidité thoracique. Ça arrive avec tous les morphiniques, quand on les injecte rapidement. Donc il faut injecter lentement. Vous n'êtes pas pressé.
Si l'enfant était en danger de mort, vous l'auriez déjà intubé sans faire tout ça. Donc vous faites ça. En fait, on dit rigidité thoracique, en fait, c'est une fermeture de la glotte, c'est l'équivalent d'un laryngospasme, mais induit par une drôle, parce que si vous essayez de les ventiler, il n'y a rien qui passe. Et puis vous attendez un petit peu. Donc vous injectez votre truc, et puis moi, ce que je fais, parce que je suis un impatient, je vais prendre mon ampoule de propofol, et je vais la désinfecter, et puis je vais la casser, et puis je vais prélever. Comme ça, on fait passer le temps. Pourquoi est-ce qu'il faut attendre 1 ou 2 minutes? Parce que vous devez attendre que votre morphinique ait fait son effet. Donc ça, c'est le temps qu'il faut pour arriver au pic de l'effet, au pic au niveau de la cible cérébrale. Et vous voyez que fentanyl, alfentanyl, sufentanyl, il faut attendre 1 à 2 minutes pour le fentanyl et l'alfentanyl, on ait un maximum de pic d'effet. Sinon, vous allez faire tout ça avant que le morphinique ait fait son effet, ce qui ne sert à rien. Donc, vous mettez votre morphinique et vous attendez. Même avec le rémifentanyl, il faut à peu près 60 à 90 secondes. Sinon, qu'est-ce qu'on voit d'habitude? C'est une induction séquence rapide, pouf, pouf, pouf. Donc, vous injectez votre propofol ou n'importe quel optinique, puis votre morphinique si vous en mettez un, et puis le curare, et vous allez faire votre laryngoscopie quand l'enfant sera encore à moitié réveillé. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, prenez le temps d'utiliser les effets de chacun des médicaments. Donc, je mets mon morphinique, je prends un petit peu mon temps, et vous allez voir, si vous attendez 2 minutes, que l'enfant sera moins tachycarde, il sera calme, et qu'on aura su mettre le masque beaucoup plus près de son visage. Donc, vous allez gagner là. Et après ça, on va titrer la dose hypnotique. Celui que vous voulez, propofol, thiopental, étomidate, kétamine, celui que vous voulez, vous titrez un petit peu, jusqu'à ce que l'enfant ait perdu conscience, et puis là, vous le curarisez. Vous essayez de ventiler un petit peu, toujours vérifier, hop, ça passe bien, et je curarise. Le curare que vous voulez, l'acélo, l'atracurium, le rocuronium, celui que vous avez choisi. Et vous ventilez doucement pendant 1 à 2 minutes. Ventiler doucement, ça veut dire je ne fais pas de manœuvre de recrutement, ce n'est pas le but. Le but, c'est de oxygéner. Que la PaCO2 monte à 50, ça n'a pas d'importance en soi. Ce qu'il faut, c'est que l'enfant soit oxygéné. Vous lui donnez des réserves pour la laryngoscopie. Et donc, le truc, c'est d'attendre que le thorax monte. Donc, vous pressez sur le ballon, et hop, vous voyez que le thorax monte, j'arrête. Et puis on attend, et puis hop. Il ne faut pas vouloir faire une ampliation thoracique maximum. Là, vous allez arriver à ventiler l'estomac. Ce n'est pas le but. Donc, ce qu'on appelle une ventilation 12. 12, oui. Donc, ventilation. En général, c'est en dessous de 15 cm d'eau. Mais parfois, vous devez mettre plus. Il a un ventre hyper tendu parce que ce n'est pas l'estomac, il a une ascite ou il a une péritonite. Donc là, il faut mettre plus. Si vous devez mettre plus, vous faites une pression cricoïdienne. Je rappelle que la pression cricoïdienne, l'avantage, c'est que ça permet de ventiler avec des pressions plus importantes sans gonfler l'estomac. C'est là que la pression cricoïdienne a un rôle. Quand la curation est suffisante, ben voilà, vous intubez en douceur. Si vous n'avez pas mis de gaz pour entretenir la profondeur de l'anesthésie, vous remettez une demi-dose de propofol ou un tout petit peu de kétamine, c'est moins utile, mais voilà, et vous intubez avec une sonde à ballonner. Si par hasard, parce qu'il faut penser à toutes les mauvaises choses qui peuvent arriver, l'enfant tousse ou que vous avez des petites contractions du diaphragme pendant que vous ventilez, donc vous injectez vite une 2e dose hypnotique et vous intubez tout de suite. Mais ça arrive très 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 rarement. Je le dis parce que voilà, pour pas que vous dites « Eh merde, non », voilà, il y a moyen et ça marche. Si vous avez une suspicion d'intubation difficile, ou que vous ne parvenez pas à ventiler ou que ça ne marche pas, vous avez la priorité, c'est l'oxygénation. Vous pouvez glisser un masque laryngé. Vous voyez, ça c'est un enfant qui avait un Treacher Collins, donc vous voyez, hyper difficile à intuber. Vous mettez un masque laryngé et vous avez le temps. Là, il venait pour sa sténose du pylore. Donc on l'a fait ça et puis on l'a intubé au fibroscope après, tranquillement. Est-ce que c'est dangereux, cette technique? Et bien là, il y a 2 études différentes qui ont comparé les 2 techniques. Ça, c'est l'induction en séquence rapide classique, 3 à 12 ans. Ça, c'est la modifiée
0 à 22 ans. Donc il y a quelques un peu grands, mais la majorité c'était des plus petits. Donc chaque fois 1000 patients, qu'est-ce qu'ils ont constaté? Il y en a moins qui ont désaturé, en dessous de 90. Il y en a beaucoup moins qui ont désaturé en dessous de 80. Il n'y a aucune bradycardie et la fréquence, l'incidence d'intubation difficile a diminué beaucoup aussi. Donc il n'y a que des bénéfices. Donc ça ne veut pas dire que les complications n'arrivent jamais, mais elles sont beaucoup plus rares. Et je vous rappelle que dans cette étude-ci, les moins de 3 ans n'étaient pas dedans. C'est ceux qui sont le plus sensibles à l'hypoxémie et à la bradycardie. Ils n'étaient pas dedans. Donc on a des chiffres sans doute un peu optimistes de ce côté-là. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Parce que oui, c'est très beau, mais est-ce qu'il y a des cas où on ne peut pas faire ça? Vous ne pouvez pas faire ça quand il y a une contre-indication à la pression en ventilation positive. Même si vous faites une induction en séquence rapide classique, dans ces cas-là, vous ne pouvez pas ventiler non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quand il y a un pneumothorax sous tension, quand il y a un trauma des voies aériennes supérieures, parce que là, en ventilant, vous allez mettre de l'air, faire un emphysème sous-cutané. Donc, il faut garder ça à l'esprit aussi. Dans ces cas, il faut reprendre l'oxygénation apnéique, repenser aux petites lunettes nasales avec de l'oxygène. Là, vous pourrez oxygéner l'enfant sans le ventiler jusqu'à ce que la voie aérienne soit contrôlée. On peut avoir des situations périlleuses. Oui, en cas de régurgitation. Vous avez fait tout ça et bon, il y a plein de trucs dans le pharynx. Qu'est-ce qu'il faut faire? Aspirer. Inspirer le pharynx. Aspirer. Aspirer jusqu'à ce que tout soit propre. Et puis vous intubez la trachée. Et puis vous aspirez avant de ventiler. Donc c'est ça que vous devez apprendre à gérer quand il y a une inhalation en salle. C'est ça que vous devez apprendre à gérer. Et là, votre enfant, il va désaturer. Tant que vous ne ventilez pas, il va désaturer. Mais si vous le ventilez et qu'il y a plein de crasse dans ses poumons, dans la sonde endotrachéale, vous allez faire un aérosol de tout ça dans ses poumons et il fera une pneumonie d'inhalation. Donc dans ces cas-là, vous aspirez, jusqu'à ce que ce soit propre. Donc une petite histoire, un jour ça m'est arrivé, un petit brûlé, on l'endort pour son pansement et du lait, plein. Donc on a aspiré. Quand il n'y avait plus rien dans le pharynx, on a glissé la sonde et on a aspiré jusqu'à ce que ce soit propre. Donc il était à 50 de saturation. On l'a ventilé quand tout était propre. On a mis un peu de salbutamol dans la sonde et on a fait son pansement. Il est remonté à 100% assez vite. On a fait une radio en salle de réveil 2 heures après, poumon nickel, et il est rentré à la maison le soir. Alors que c'était quand même une inhalation de lait où c'est d'habitude, on paye cher. Donc il faut faire ça. Il y en a qui disent qu'on doit intuber l'ésophage pour protéger les poumons. Je ne vous conseillerais pas de faire ça. Parce qu'ils disent comme ça on bouche l'ésophage et il n'y a plus rien qui va monter. Ce n'est pas ça le but. Le but c'est de protéger les poumons. Donc aspirer dans le pharynx et dans la trachée avant d'intuber. Oui, la suivante. Saignement post-amylalectomie, c'est le cauchemar. C'est notre cauchemar à tous. Alors, il faut avoir les idées claires. Ou bien c'est actif ou bien c'est inactif. Donc il y a l'enfant qui arrive et il une sorte d'hémoptysie, il vomit du sang et tout ça. Quand il arrive en salle d'urgence, là c'est compliqué. Ou bien vous savez qu'il a saigné, il arrive de la maison, là il ne saigne pas quand il arrive, ce qui est la situation la plus fréquente heureusement. Donc là ce qu'il faut faire c'est se dire, bon j'ai un estomac plein de sang, il est hypovolémique parce qu'il a saigné, il est peut-être anémique. Et il y a un risque que ça ressaigne brutalement. S'il ne dort pas assez au moment où on va l'intuber, ça peut, avec l'hypertension, ressaigner. Donc, il faut faire une induction en séquence rapide, comme je vous ai dit. Parfois, ce qui est toujours intéressant à savoir à ce moment-là, c'est de dire, tiens, on l'a intubé ce matin ou avant-hier, c'était une sonde combien? Pour avoir une idée, pour ne pas devoir dire, oh, elle est trop grosse, elle est trop petite. Ok, ça va. Échographie gastrique, bien sûr, pour savoir est-ce qu'il y a vraiment beaucoup, pas beaucoup, rien du tout peut-être.
C'est de quel côté? Parfois, l'ORL qui a fait l'examen en salle d'urgence, il va vous dire ça saigne à gauche ou à droite. C'est important à savoir, parce qu'alors vous pouvez éventuellement demander à l'ORL de pousser de ce côté-là. Si ça saigne activement, de comprimer la carotide du côté où ça saigne. On va revenir là-dessus. Bien sûr, volémiser et avoir un groupe et des rails avant l'induction d'anesthésie, et pas mettre de sonde gastrique, parce que vous risquez de faire saigner au niveau des VG ou de la loge de l'amygdale. Donc, il y a un estomac plein, mais on ne vide pas l'estomac. Donc, il faut se préparer une laryngoscopie difficile. C'est la même chose pour les ruptures de varices œsophagiennes, c'est le même truc. Il faut 2 laryngoscopes. 2 laryngoscopes, parce que si vous avez trop de sang sur une lame, vous n'allez plus rien voir, et alors il faut envie de changer de lame. 2 laryngoscopes. Comme ça, on peut reprendre un autre laryngoscope propre pendant que l'IAD ou quelqu'un d'autre nettoie la lame. C'est mieux qu'un vidéolaryngoscope, si on en a, mais bon, sinon c'est pas intéressant. La fibroscopie, ça ne marche pas bien dans ces cas-là parce qu'il y a trop de sang. On va perdre du temps. Il faut une pince de McGill pour retirer les caillots. Une aspiration rigide, donc de type Yankauer. Si vous prenez les sondes d'aspiration habituelles d'anesthésie, il y a un caillot qui va venir se mettre et puis vous n'aurez plus rien. Elle va se collaber. Donc il vaut mieux faire une grosse Yankauer chirurgicale. Votre but, c'est de dégager la vue. Et donc, si vous savez de quel côté c'est, vous pouvez demander à la ORL soit de comprimer de façon extérieure la carotide, soit de mettre un doigt en bouche, mais alors vous n'aurez plus de place pour intuber. Donc il faut choisir, mais ça a déjà été décrit. Oui. Donc, c'est un saignement non actif, il y a une hémorragie, donc vous faites une induction en séquence rapide, comme je vous ai dit. Ça saigne activement, aspirez le pharynx avant de ventiler. C'est l'inverse de c'est comme l'inhalation. Il faut aspirer avant de ventiler pour être sûr de ne rien envoyer dans les poumons. Il faut mettre une sonde d'aspiration à côté de la lame du laryngoscope, comme ça vous continuez à inspirer, faites votre laryngoscopie, puis vous aspirez dans la sonde avant de ventiler. C'est exactement la même attitude. Ne pas envoyer des crasses dans les poumons. Si ça ne marche pas, utilisez un masque laryngé. J'étais très étonné la première fois que j'ai lu ça. Je me dis, c'est quoi ce truc? Eh bien non, ça marche. Vous voyez, j'ai mis les références là. Vous mettez un masque laryngé, ça vous permet de ventiler. Donc vous aspirez bien, vous mettez votre masque laryngé, vous ventilez, ça permet d'aspirer autour et ça vous permet d'utiliser le masque laryngé comme guide pour intuber avec un fibroscope. Vous avez le temps d'attendre l'ORL si vous ne savez pas le faire vous-même. Donc ça peut sauver la vie du gosse. Donc, de laryngoscope à un masque laryngé. Oui. Il y a les pièges, donc ça c'est une sténose d'œsophage après une atrésie, et là c'est une achalasie. Là, qu'est-ce qu'on fait? Je me retrouve avec un œsophage plein. Donc, même si l'estomac est vide, j'ai toujours ça. Et vous savez bien, les enfants qui ont une sténose œsophagienne ou une achalasie, ils ont plein de trucs qui parfois datent de plusieurs jours dans la poche au-dessus. Et c'est compliqué de vider. Les adultes, par exemple, qui ont un diverticule de Meckel, on peut leur demander de le vider, mais les enfants. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Oui. Essayez de vider ce qui est au-dessus. Donc, passer une petite sonde par la bouche et aspirer, c'est pas facile, souvent ils ne sont pas contents. Ça peut essayer de au moins décomprimer le truc. Si possible, utiliser une position semi-assise, y avoir l'aspiration prête, et c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que une fois sur deux, tout revient, et c'est toujours la même attitude, aspirer, 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 mettre la sonde, aspirer jusqu'à ce que tout soit propre, et puis on intube. Les corps étrangers œsophagiens, c'est la même chose. Vous avez déjà vu des enfants qui ont avalé un corps étranger, souvent, il n'y a pas que le corps étranger, au-dessus, il y a toutes les boulettes de pain que mamie a données pour que ça passe, et donc vous avez souvent un truc énorme, et toutes des choses qui peuvent remonter. Oui. Donc voilà, j'ai essayé de vous montrer qu'on peut avoir une technique d'induction en séquence rapide qui permet de bien oxygéner, avec une bonne anesthésie et une bonne analgésie, une meilleure stabilité hémodynamique parce que vous avez titré les doses, et des meilleures conditions d'intubation pour vous et pour l'enfant. J'ai une question concernant la ventilation apnique. Vous avez parlé qu'il n'y a pas besoin d'utiliser l'Optiflow, Oui. et avec les lunettes d'oxygène, ce serait suffisant. Quel est l'avantage des lunettes d'oxygène de juste garder la masse d'oxygène sur le visage du patient? En fait, vous allez créer, quand vous mettez... Donc l'Optiflow, ça marche très bien, mais quand vous avez un Optiflow dans le visage, après, c'est compliqué pour
pour ventiler, pour l'intubation. Donc, les petites lunettes avec 0,1 ou 0,2 litres par millilitre par kilo, ça fait une sorte de turbulence dans le pharynx qui va faire une turbulence dans la trachée, qui va faire éliminer le CO2 et venir l'oxygène. C'est le même principe que le petit flot. Oui, c'est le même principe, mais ça marche bien avec. Donc le petit flot, c'est quand il y a soit des mauvaises voies aériennes ou des mauvais poumons, ça permet de donner plus d'oxygène et une plus grande pression. Mais ça marche bien comme ça. Et c'est quelque chose que tout le monde a en salle et qu'on maîtrise bien. Parce que beaucoup d'anesthésistes, parfois qui n'ont pas l'habitude, régler le petit flot, tandis que là, mettre une sonde nasale, ça marche avec tout le monde. Parfois, en néonatologie, on a tendance à appuyer sur le ventre des bébés quand on est obligé de les reventiler un petit peu, parce que ça va gonfler assez rapidement et après ça pose problème. Au final, on a l'impression qu'il vaudrait mieux appuyer assez bas sur la trachée, ça serait peut-être mieux Oui. quand on les reventile alors. Oui, parce que quand on pousse sur l'estomac, on augmente la pression dans l'estomac, on risque de faire remonter des choses. Donc le mieux, si on doit mener des grosses pressions, c'est de pousser ici au niveau du cricoïde. Et donc chez le tout petit, il vaut mieux pousser avec un doigt. Ça suffit. Comme ça, on n'écrase pas la trachée. Parce que le problème, c'est quand on écrase la trachée, il n'y a rien qui passe. Et pour intuber pareil les nouveau-nés là, est-ce que mettre une sonde nasogastrique ou même une petite sonde d'intubation dans le nez quand on s'expose et la brancher sur l'oxygène, Oui, ça peut être Oui, tout à élégant fait. comme Oui, oui. technique. c'est l'équivalent des sondes nasales. Ok. Donc ça, vous mettez une sonde avec juste des lunettes, quoi. C'est C'est des votre lunettes, oui. technique. Parce qu'il ne faut pas Mais- que ce soit non plus trop galère à manipuler entre le masque, après on enlève le masque, on met les lunettes, tout ça, ça paraît pas toujours évident à bien gérer tout ça, quoi. Mais vous pouvez faire soit avec les petites lunettes nasales habituelles, soit vous mettez une petite sonde nasopharyngée, vous pouvez mettre l'oxygène sur la sonde nasopharyngée. Mais alors, c'est compliqué de ventiler au masque. Mais c'est dans le cas où on veut faire une ventilation apnéique. Donc, si vous ne ventilez pas au masque, vous avez simplement ça. Vous mettez une petite sonde d'intubation dans la narine qui va dans le pharynx. Et là, vous pouvez même mettre un peu plus, comme ça, vous aurez un effet CPAP qui peut être utile pour le bébé aussi. Merci pour votre présentation. J'ai une question par rapport à l'écho gastrique. Est-ce que ça modifie votre plan d'anesthésie sur le fait de mettre un masque laryngé ou une intubation? Ah bah oui, si on est sûr que donc un enfant qui arrive avec un bras cassé, Oui, tout à fait, dans le contexte de l'urgence, et qu'on est sûr de son écho, vous pouvez mettre un masque laryngé. même en dehors des règles de jeûne, c'est c'est ça. l'écho gastrique. C'est ça, oui. Mais il faut être sûr de son interprétation, c'est ça le. Et par contre, quand on a un syndrome occlusif, je sais pas, une appendicite par exemple, Oui. même si l'échographie gastrique elle montre qu'il n'y a rien, on vous mettrait un masque laryngé par exemple. Ah non, non. Oh. Non. C'est pour ça que j'ai pris l'exemple du bras cassé. Non, là, pour l'appendicite, ne fût-ce que pour les conditions chirurgicales et tout, je sais qu'il y a des gens qui font tout au masque laryngé, mais je ne mettrai pas un masque laryngé pour un problème abdominal aigu. Non. Par exemple, souvent, il y a des patients qui ont par exemple un traumatisme la veille au soir, le lendemain on doit les opérer, donc parfois le temps il n'est pas si long que ça. Et si par exemple le soir ils ont mangé et que ils mangent nickel, ça se passe bien, est-ce que le lendemain on va se dire vu qu'ils ont mangé et qu'il s'est rien passé, ils n'ont pas vomi, ils ont une bonne tolérance digestive, est-ce que ça c'est bon et on peut leur faire une séquence standard? Je pense qu'on peut faire, mais il faut se méfier s'ils ont reçu des morphiniques. Oui. Donc c'est nouveau, Jean-Noël Lévin a fait la même étude que celle avec les appendicites sur les urgences orthopédiques. Et donc il a vu que le facteur de risque d'avoir un estomac plein, c'était d'avoir reçu des morphiniques en salle d'urgence. Donc il faut faire attention à ça. Ceux-là, je mettrai quand même un petit coup d'aide de sonde. D'accord, merci.